Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 16 janvier 2023. C'est le Blue Monday aujourd'hui. Semble-t-il la journée la plus déprimante de l'année. Alors j'ai pris quelques heures hors de la librairie, hors de mon local, pour aller traverser le parc Frédéric Bach. J'avais apporté mon handycam, mon bidule, peut-être me disant que je commettrais une vidéo parmi les glaces. Et puis finalement, je ne l'ai pas fait. Ce matin, mon ami Robert Hébert, le poète, philosophe, oui, poète peut-être par inadvertance, poète sans trop vouloir l'être, la manière d'être poète au fond, euh, me disait combien ce titre, celui de Philippe Eck, il y a tant d'il y a, était absolument remarquable. Et tenez, j'abonde dans son sens. Le titre est remarquable et le livre est remarquable. J'ai commis sans doute peut-être 2 ou 3 vidéos sur Philippe Eck. Et j'aurais envie de dire c'est normal. Je pratique Eck depuis l'âge de mes 18 ans. Alors j'ai été un très très jeune lecteur et je n'ai pas cessé de lire jusqu'à maintenant. Et c'est un long compagnonnage. Il y a peu d'écrivains comme ça qui m'ont accompagné tout le long de mon existence. Et dont j'ai vu l'œuvre se déployer, donner des fruits, se bonifier et rester fidèle à elle-même, dans le cas de Philippe Eck. Philippe Eck ne s'est jamais fourvoyé. Il est resté à la fois dans le monde de la vie et dans le monde de sa bibliothèque. Une riche bibliothèque que je sais qu'il a parfois désherbée et dont les semences et les fruits ont parfois été éparpillés dans d'autres librairies de livres d'occasion. On pouvait retrouver certains de ces titres, livres qui nous ont appartenu, avec sur la page de garde, le tampon, avec un tampon nom et prénom. Oui, vous disais, je le lis depuis mes 18 ans. Il a été pour moi un extraordinaire intercesseur des autres écrivains. Et l'exemplaire que je tiens entre les mains, c'est celui qu'il a offert à un de ses amis, aujourd'hui décédé, qui a eu des velléités d'être poète. Ou encore l'a-t-il été de manière par inadvertance, lui aussi. Et j'ai raconté, ou je n'ai pas raconté, il y a quelques semaines, je me suis porté acquéreur d'un certain nombre de livres, un peu avant Noël. Et une bibliothèque dont les héritiers disposaient. Et dans cette bibliothèque, il y avait plusieurs ouvrages qui ont appartenu à Philippe Eck. On pouvait reconnaître sa signature et assurément la relation qu'a entretenue ce presque poète, ce quasi-poète, ce poète par inadvertance avec Philippe Eck a été très importante dans le parcours intellectuel et culturel de ce néo-poète. Et l'un des héritiers m'a confié qu'ils avaient eu une abondante correspondance et suite au décès de ce poète, on a remis à Philippe Eck une assez volumineuse correspondance. Correspondance, il va sans dire, que j'aimerais bien lire. Et je ne serais pas étonné que Philippe Eck, dans son amour de la littérature, aura eu, avec de nombreux écrivains, peut-être des étudiants également,
une importante correspondance. Ça ne m'étonnerait pas de l'homme. Quant à l'homme lui-même, il m'arrive parfois de le croiser. Il sait le bien que je pense de son travail. En tout cas, il le sait par le biais de mes vidéos. Mais c'est un homme plutôt discret. Et moi-même, je suis plutôt timide. Oui, ça peut sembler étonné, mais je suis plutôt timide. Et j'ai mis du temps à me corriger de cette timidité devant des auteurs que j'admirais. J'ai eu à ma librairie, mes 2 premières librairies à Côte-des-Neiges, j'ai eu à croiser des auteurs dont j'estimais infiniment le travail. Et je ne leur ai pas dit. Et certains d'entre eux n'ont même jamais su que j'avais lu leurs livres, ne voulant pas les embarrasser, ne voulant pas avoir l'air flagorneur, ou comme on dit ici au Québec, d'avoir l'air têteux. Alors j'ai gardé pour moi, j'ai gardé secrète, j'ai gardé caché l'admiration éprouvée. Mais je me suis corrigé de ça. Maintenant, je n'hésite plus à faire part de mon admiration, de mon appréciation et de mon enthousiasme. Je juge qu'il y a, en y repensant, qu'il y a, outre la timidité, il y a... mais j'ai vu l'embarras parfois aussi de certains auteurs lorsque je leur ai confié combien j'avais aimé leurs livres. Et j'ai vu l'embarras, j'ai vu la gêne, j'ai vu la... Et j'étais embarrassé pour eux également. Je ne voulais pas les mettre mal à l'aise avec certaines déclarations d'amour trop intempestives. Mais je pense quand même qu'il faut dire ses admirations. Alors sans doute tombera-t-il à nouveau sur cette 3e, peut-être 4e vidéo, où je dis à quel point son travail a compté pour moi. Je sais aussi, ayant vu, ayant entendu, beaucoup de ses anciens élèves qui ont été formés par lui, qui ont jugé que ça a été un prof admirable, qui les avait conduits sur des pistes inconnues, qui leur avait offert un point de vue. Un point de vue délicat, parce que Philippe Eck n'est pas le genre d'auteur tapageur, tape à l'œil, m'as-tu vu. Il est plutôt discret. Il est plutôt discret de tempérament, je pense. Et je vous le disais, je le croise de temps à autre dans des ventes de livres. Parce qu'il ne cesse de lire. Et cet ouvrage, Il y a tant d'il y a, c'est un livre de courte pointe. C'est un livre qui parle des livres. C'est un livre qui parle du rapport à l'écriture, du rapport à la lecture, mais aussi du rapport avec la femme avec qui il partage sa vie depuis de très nombreuses années, ses enfants, ses voisins, certains collègues croisés au détour d'une de ses ventes de livres, des libraires parfois. Et celui-ci, qui est à mon sens peut-être son plus réussi, qui est un ouvrage de maturité aussi. Et peut-être à l'instar de Pierre Vadeboncoeur, qui me confiait qu'il avait commencé à savoir écrire à l'âge de 70 ans. Philippe Eck, je ne dis pas qu'on peut faire la comparaison avec le point de vue de Pierre Vadeboncoeur, mais c'est que Vadeboncoeur n'a jamais cessé, à partir justement de ses 70 ans, n'a jamais cessé d'offrir une récolte pleine de sève, une création presque surnaturelle, en tout cas dans le cas de ses derniers livres. Je pense à La Clé de voûte, entre autres, qu'il a écrit, il devait avoir 85 à peu près. Peut-être pas loin de 90 en tout cas. Qui est le titre, La Clé de voûte, est tout à fait magnifique. Et plus Pierre Vadeboncoeur entrait dans le grand âge, et plus on aurait envie de dire son œuvre était lumineuse, à la fois dépouillée et énigmatique aussi. Certains textes, une sorte de poésie paradoxale, une sorte de poésie
demandant réflexion, une poésie philosophique, autrement dit. Et plus ça allait, plus il avançait en eau profonde, et plus le message était à la fois chatoyant et donnait à réfléchir, beau et significatif. Philippe Eck aussi nous rappelle combien la solitude de l'écrivain peut être merveilleuse. La solitude de l'écrivain qui se sait pas lu par une masse considérable de lecteurs, mais qui se sait aussi lu par des lecteurs fidèles, des lecteurs qui le suivent pas à pas, qui le suivent depuis des décennies. Ce n'est pas rien de tenir agora, dans une agora de papier, pendant tant de décennies, et trouver le moyen de, non pas de garder l'intérêt, mais de garder la présence auprès des autres. Alors moi, dans ce livre, évidemment, comme Eck offre beaucoup de pistes de lecture, il y a des auteurs dont je n'avais jamais entendu parler. Il y a... et ça aussi, c'est intéressant. Il fait des parallèles entre d'autres lecteurs, entre d'autres auteurs. Alors, je vais vous lire 2 tout petits passages. Peut-être un seul, on va voir. Bonté d'Henri Miller, s'entretenant avec Fernand Séguin. De la détresse à la sagesse, du mendiant à celui qui a une maison qu'il aime. Je ne vois aucun but. Le chemin est ouvert. Il aime les clowns et les clochards. Attend peu des écrivains, des professeurs. Surrender. Se rendre à. Dire oui. N'importe quoi pour faire échec au système d'éducation que nous connaissons actuellement et qui produit des benets, des ânes bâtés, des crétins, des girouettes, des fanatiques et des aveugles pour conduire d'autres aveugles. Ici, c'est écrit en italique, alors on peut entendre la voix rocailleuse d'Henri. Si besoin en est, cherchons refuge dans la jungle, les livres de ma vie. Quand Adam voit Ève blessée, chagrinée, il lui propose de tracer sur leur corps 4 lignes d'1 mètre avec un crayon feutre de couleur vive. Il m'arrive d'admirer des esprits brillants s'ils me font rire. J'appartiens à une autre famille, les esprits lents. Ces esprits écoutent, posent des questions. S'ils ne comprennent pas ce qu'ils entendent, parlent peu. Restent parfois hébétés face à la sottise humaine, n'aiment pas discuter, ne croient pas à la vérité. C'est d'autres choses dont ils ont faim. Quand ça discute fort, s'ils ne peuvent se sauver, ils regrettent d'être dans l'arène qui va encorner, qui pense aux abeilles au milieu de fleurs mauves, vues l'après-midi, que goûte la peau de qui veut avoir raison, tient à triompher. Les esprits lents aiment les conversations intimes, le pas vu, le pas entendu, ont faim de partage. Punaisé au battant, une feuille blanche tremblait dans la brise. Une flèche sinueuse indiquait la direction, et au-dessous de cette courte phrase écrite au crayon vert, nous t'attendons. C'est une citation de Christine Ferret-Fleury. J'ai suivi la ligne bleue. Y a-t-il quelqu'un qui attend la grande herbe sauvage que je suis?
Sans les livres voix, les images portent, les musiques errent, j'étouffe. Assis dans le cercle de sable entouré de verres, de marguerites, les autres me sont plus présents, sont de mon sang. Comme ce serait bon d'avoir une amie, un compagnon avec qui partager le gâteau de la présence sans forcer aucune parole. Julie a souligné dans Paula d'Isabelle Allende cette phrase. Je ne savais pas combien il est facile de partager son espace avec une autre. M'est arrivé de dire que si j'avais été une femme, je me serais lié à une femme. Serre-moi, caresse-moi, touche-moi au milieu, écarte tes jambes que je lèche ta fente, ta flèche, vulve et pénis en fête, débordant de leur lit, donnant du plaisir à perdre la tête. Si bon de perdre raison, toucher aux étoiles du sang, halter, trouver la paix du corps. Les livres, filles de joie ouvrant leurs pages à n'importe qui. Une pièce pleine de livres souffle. Je me tiens au milieu devant une table couverte de papier, de livres ouverts. Sexe, racine, épaules, amitié, nombril, labyrinthe, pieds nus, mémoire lierre, yeux, couleurs, volent autour. Suis de garde. Qui va m'appeler? Des phrases me font chanceler, arrêter de marcher dans le labyrinthe des écritures, manger si je veux continuer à lire, toucher à l'inouï, à la joie de se sentir pleinement vivant. La grande bibliothèque, le jardin botanique, y marcher, y trouver graines, phrases pour faire pousser quoi? Dommage que la plupart s'en tiennent aux livres à succès, aux coups de cœur des libraires. Ils ne savent rien ou presque des livres qui pourraient aiguillonner cœur, esprit, sens vers des sentiers nouveaux. Flâner dans les librairies d'occasion, les rayons des bibliothèques publiques, ouvrir des dizaines de livres pour trouver les quelques-uns qui me secouent, font apparaître d'autres pièces de mon labyrinthe. Je cherche des femmes, des hommes dont la parole m'aide à débusquer ce qui m'anime vraiment, m'aide à suivre ma pente, trouver ma vie, chanter mon chant, danser ma danse. Les grandes pages blanches de Stonewalls de Mariana Cook murmurent, écris ce que tu veux, dessine ce qui vient. Voici un espace pour toi. Des murs abris. Je ne peux pas toujours être exposé à la vue des autres. Des murs enfermement. Des écoles, des lieux de travail, des hôpitaux, des prisons où il y a peu ou pas de joie. Ces jours-ci me sens étourdi. Pourquoi est-ce que j'aime tant la nuit, me lever la nuit, qui m'appelle au milieu du noir, faire attention à ne pas faire de bruit, arriver à la lampe, l'allumer, m'asseoir. L'épuisement, je connais. Fatigue me colle à la peau, au sang, à la tête. C'est mon sentier. Il n'y a pas à me plaindre. Dire oui au trébuchement.
Je parle peu. Je veille. J'écris, danse, voir mes différents visages, le monde de plusieurs angles. Je chante des airs improvisés, prends des notes, pars à la recherche d'écrits, d'images, irriguant le corps-esprit. Le chant me donne un baiser rapide sur la joue. I can see myself as an academic. I think of myself as a song and dance man. William de Koning. Toujours cette rêverie. Devant chaque maison, une boîte avec des textes, des dessins, des musiques, des films que ses habitants ont faits. Envie que mes voisins ne soient pas des inconnus. La moindre pâquerette cherche désespérément à se faire entendre de nous. Sa parole, c'est sa couleur. Christian Bobin, l'homme joint. J'écris peu. Presque chaque jour, je remplis de notes, d'images, de dessins des grands écoliers non lignés. Pianoter, picorer, écrire des notes, faire quelque chose de ma gaucherie, lui donner une allure, un allant. J'aime les ateliers, les coulisses, les étourdis, les femmes enceintes, je ne sais pas, les journaux de travail, les maladroits. La perfection m'ennuie la plupart du temps. Pourtant, je fais attention à plein de détails. Cherche la justesse, l'ajustement des propos ou sentis. Écrire pour faire pousser des pensées menant à des gestes aimants. Alors, vous voyez, c'est tout le long comme ça, une espèce de souffle écrit, de danse, de musique. Et oui, on ouvre des dizaines et des dizaines et des dizaines, on ouvre des milliers de livres peut-être pour y trouver qu'une seule phrase perle, une seule phrase qui nous fasse vibrer. Alors le livre en est rempli de ces phrases vibrantes lorsqu'on les lit comme ça, plus ou moins bien dans mon cas, mais ces phrases-là font résonner quelque chose dans l'air. Et oui, la merveilleuse solitude de l'écrivain, la merveilleuse solitude de la lectrice, du lecteur. Seul, mais pas tout à fait seul. Il y a quelque chose de l'ordre de la vibration autour du geste de lire. Geste de lire que l'on fait avec tellement de facilité et qui peut nous entraîner très, très, très loin, hors de soi, vers les autres autrement. Oui, il y a tant d'il y a. Il y en a une infinité, une multitude. C'est presque une éternité de il y a, d'il y a. Alors, je vais vous montrer quelque chose en concluant cette petite vidéo. C'est justement, sans doute, Philippe Peck, si jamais cette vidéo vient à son regard, peut-être connaîtra-t-il, ou sans doute le sait-il déjà, voilà, c'est l'autographe. C'est l'autographe qu'il a fait à son ami, le quasi-poète. Mais l'homme qui a voulu avoir une vie, l'homme qui n'a pas voulu sombrer dans la poésie, c'est ça aussi la poésie, c'est une activité extrêmement dangereuse, extrêmement dévorante. Et elle peut nous conduire, si on y prend garde, elle peut nous conduire dans le ruisseau, sur un banc public, dans un hospice. Moi, je l'aimais à ce point-là, la poésie. Je l'aimais à un point où elle aurait pu me tuer, en quelque sorte. La poésie, c'est un fauve. C'est un fauve très aimable quand on sait lui tourner le dos de temps à autre. On sait le dédaigner.
On sait ne pas en faire un métier. Alors le fauve nous laisse tranquille. Mais si on lui accorde, si on néglige les devoirs d'homme, travailler, payer des impôts, aimer une femme, aimer son fauve, aimer les gens, aimer son travail, passer le balai devant sa porte, faire son lit, se raser, se doucher. Si on ne pose pas ces gestes microscopiques, multiples, innombrables, quotidiens, eh bien, le fauve nous dévore. Le fauve est sans pitié pour ceux qui négligent l'essentiel. Le fauve, poésie. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Et à demain. Je ne vous cacherai pas, je traverse en ce moment un petit passage à vide. Mais j'ai été requinqué parfaitement par la relecture de cet ouvrage. Et c'est ça aussi, Philippe Eck. Il y a des noms, il y a des auteurs que je ne connaissais pas. Et ces auteurs-là que je ne connaissais pas, qui sont nommés ici, qui sont cités, dont certaines phrases, dont certains aphorismes sont tressés au texte de Philippe Eck, eh bien, ça me donne envie de les lire, ça me donne envie de les connaître. Il y a un sujet dont on parle assez peu, je vais conclure là-dessus. Je l'ai expérimenté à quelques reprises avec, je dirais, quelques lecteurs transparents, quelques grands lecteurs, quelques grandes lectrices. Certains d'entre eux me parlent parfois de titres, d'auteurs, et avec un tel enthousiasme qu'il provoque chez moi une envie. Je deviens envieux de cette lecture-là. Et j'ai pu observer les mêmes signes chez eux lorsque je leur faisais part de mon enthousiasme pour tel auteur ou tel livre. J'ai perçu, non pas la rivalité mimétique telle que décrit par René Girard, mais l'émulation. L'émulation presque amoureuse. Ah oui, moi aussi, j'aimerais connaître cette expérience. J'ai vu ça chez quelques-uns de mes compagnes lectrices. Ce désir d'accaparer ma propre joie de lire. Ah oui, c'est si bon que ça. Et je sais que moi, ça a un effet. Quand certains de mes amis me parlent de certains livres qu'ils ont vraiment aimés et qu'ils déploient même une sorte de plaidoirie absolument éloquente pour vanter tel ouvrage, ça a un effet d'entraînement sur moi. Et j'ai envie de le lire. J'ai fichtrement envie de le lire. C'est pas des pistes de lecture en tant que telles. C'est des signaux d'enthousiasme. Presque des signaux de fumée. Oui, je suis là, par-delà les bibliothèques. Viens me chercher, viens me lire. Laisse le fauve tranquille. À demain.